Souvenir d'enfance. Le cheval à trois pattes. J'ai vécu cette histoire. J'étais bien jeune alors, et atteignais à peine ma 10e année, mais l'aventure de Chabin Ducrot a tellement frappé mon imagination d'enfant que pendant fort longtemps, j'ai été persuadé de la réalité des quadrupèdes amputés du membre arrière gauche, des diablesses mangeuses d'hommes, des sous-clients et des zombies. Mes parents, qui étaient instituteurs, niaient naturellement l'existence de ces choses de l'au-delà, mais Théophile Marigot, mon aîné de 2 ans, l'as de nos jeux de billes, nous assurait que son oncle Antoine était mort l'année précédente d'une blessure du postérieur, après 2 années de terribles souffrances, pour s'être assis sur un cercueil rencontré une nuit de Toussaint à une croisée de chemin. Tête-Pomme, Bave, notre champion à la fronde, avait déclaré qu'il avait vu, et bien vu, la vieille demoiselle Honorine, mercière en chambre, pilier de l'église, sacristine à l'occasion, qui secouait sa peau avant de l'endosser un vendredi matin à l'aube. La vieille fille avait une sorte de chatière ouverte au-dessus de la porte de sa chambre, et Tête-Pomme savait qu'elle utilisait ce trou pour quitter ou rentrer chez elle sous la forme d'un rat volant. Tijo Lopa et Marcel, son frère cadet, nos cracks du cerf-volant, nous rapportaient que leur mère avait demandé les larmes aux yeux de ne plus passer à proximité de la case du père Soulouk, un unijambiste fort âgé, qui vivait au Bas-Bourg, dans le voisinage de la famille Lopa. Mademoiselle Sissine avait prévenu ses fils que le vieux Soulouk avait averti qu'il avait besoin de 2 âmes et que les garçons lui convenaient. Cristobal Pompon nous affirmait que son cousin Ivanoé avait été expédié en Guadeloupe à l'âge de 16 ans parce que la veuve Maline, que l'on disait avoir dépassé le siècle, lui avait fait voler son esprit pour remplacer le sien qui donnait des signes de défaillance. Le fait avait été révélé à la famille par Isidore Pierno, le quimboiseur. Maurice Linaud faisait entendre tous les jeudis soirs, à ceux qui en avaient le courage et à partir de l'Angélus, la guillablesse qu'il prétendait entretenir et qui lui soufflait ses réponses, et de très bonnes réponses, quand il était interrogé inopinément par M. Philémon, son maître d'école. Quelques-uns d'entre nous avaient été témoins de la chose, et les crises nerveuses de Maurice, ainsi que ses fugues, confirmaient bien son commerce avec le surnaturel. Évidemment, présenter ainsi, ces croyances de mon jeune âge prêtent à sourire. Mais le cancer de l'anus de l'oncle Antoine, le trou de la porte de mademoiselle Honorine, les méthodes d'éducation de madame Lopa, la démence précoce du pauvre Ivanoé et l'épilepsie du brave Maurice m'ont valu au cours des années 19 à 22 des crises de terreur nocturnes dont les souvenirs me sont encore hallucinants. Mes parents habitaient alors à Saint-Joseph, dans la cité, une maison à étages sise en face de la Grand Place. Cette bourgade, à mon avis, était infiniment plus agréable alors que maintenant. Le bourg s'étageait en effet sur la pente ouest d'un repli de terrain prismatique dont l'axe, au sommet, suivait une direction nord-sud. Il se trouvait en retrait de la route coloniale, et la rue principale qui accrochait la route partageait le village et s'arrêtait au cimetière. La Grand Place, la poste, l'église, le jardin public, le presbytère bordaient cette voie maîtresse, en formaient le centre-bourg. Dans le haut-bourg, avec l'école des filles, se trouvait la gendarmerie, une rue empierrée y conduisait, et la caserne dominait au sud le village. Dans le bas-bourg, la mairie et l'école des garçons occupaient les principaux espaces. De la rue de la gendarmerie dévalaient 4 voies qui quadrillaient assez régulièrement le territoire communal. La plupart des rues étaient encore en terre battue, comme des chemins de campagne, et les moins fréquentés étaient bordés de haies vives, de fleurs et de fruits sauvages. Presque chaque maison ayant son jardin, l'agglomération paraissait un village perdu dans la nature, autour de son église qui se voyait de loin. Le prêtre qui avait conçu l'édifice avait vu grand. À l'usage de moins de 2000 paroissiens, il avait rêvé d'une cathédrale sur le modèle de celle de Reims, disait-on. Si le projet était noble, il était aussi utopique, et d'autant plus que les fonds et les techniciens lui manquaient totalement. Pour réaliser sa grandiose chimère, le ministre de Dieu avait convié la population tout entière au travail, et, pendant des années, avec une louable persévérance, la paroisse avait tout de même donné gratuitement 1 ou 2 journées de travail hebdomadaires, chacun selon ses moyens, mais sitôt que la masse de pierre avait pris forme et avait été capable de supporter un toit, les bonnes volontés s'étaient rapidement épuisées et l'énorme construction n'avait pas été achevée. Le presbytère se trouvait immédiatement au sud de l'église sur la Grand-Rue. Il était perdu au milieu d'un vaste jardin admirablement soigné par l'abbé, vieux prêtre, breton d'origine, très grand, très corpulent, jovial et fort en gueule, qui témoignait à ses ouailles une profonde affection, mais qui en retour exigeait de ses pénitents une piété sincère. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, 6e acolyte, j'étais un hôte assidu du presbytère, de son jardin et de ses écuries. Ce jardin dessiné suivant le type anglais était bordé de grands philaos gémisseurs ou siffleurs suivant le vent. On y trouvait des majestueux arbres à pins, d'énormes manguiers, des bosquets de bambous nains bordant des sentiers en lacets à travers un verger sélectionné.
Dans les écuries, situées au sud du bâtiment principal, aux limites du jardin, Georges, le premier enfant de chœur, notre chef de file, avait une jolie pouliche alezane que nous l'aidions à bichonner pour qu'il nous permît de la monter. Mais il y avait aussi, d'abord le Noiraud, un grand cheval hongre de 15 ans à peine, que les amis de l'abbé avaient mission de faire sortir à sa place. Âgé de 70 ans, le cher homme avec sa goutte ne pouvait plus caracoler comme dans le temps, et c'était là un de ses regrets les plus vifs. Dans la loge voisine, il y avait Poussinière, une jument créole de petite taille à robe sombre, qui portait une étoile au front et que l'abbé attelait encore à son tilbury. Et puis il y avait Dodo, l'âne, la bête de somme, douce et résignée qui était l'ami personnel de Calfon le palefrenier. Pour compléter la revue équestre de la cure, il faut citer la Blanchette. Mais j'ai des scrupules à placer là cette jument Isabelle qui n'avait plus d'âge et qui appartenait plus au jardin qu'aux écuries. S'il fallait en croire l'abbé, Blanchette lui était née dans les mains et il en avait surveillé jalousement les vertes années, et en avait fait, plus qu'une excellente monture, une amie fidèle et courageuse. Elle devait approcher de sa 30e année et dispensée de service depuis longtemps, elle avait pris des habitudes cocasses dans le jardin. Libre de toute entrave, elle avait sa loge particulière, sa chambre, comme disait Calfon, circulait à sa fantaisie dans le verger, broutait les herbes follettes des allées et se désaltérait avec des mines de grand seigneur à la grande vasque qui ornait la minuscule pelouse du cabinet des oiseaux. Le kiosque à Ponche était son lieu favori de pèlerinage entre 5 et 6 heures le soir, car elle savait y retrouver son maître et ses amis qui lui distribuaient du sucre et d'autres friandises. Il nous était interdit de monter Blanchette, mais elle participait à nos jeux. Drapée dans une couverture, elle devenait le palefroid de Roland, décorée de bouquets d'herbes, elle se trouvait transformée en totem de la tribu, attelée à une caisse montée sur roue de bois, elle posait au cheval d'artillerie ou au cerf du plus grand nord suivant la décoration. Blanchette avait été la reine incontestée du jardin du presbytère jusqu'au jour où, mais j'y reviendrai. Un jeudi matin de mars 1920, un peu après 5h30, alors que dans la sacristie l'équipe des enfants de chœur de service s'habillait pour la messe, nous bavardions en profitant de l'absence de Georges, toujours à cheval sur le recueillement, mais inexplicablement en retard ce jour-là, Pierre Lamarre, un garçon blême et flanqué, atteint d'un tic qui lui tirait les lèvres vers la gauche et lui faisait une sorte de bégaiement quand il était excité, très énervé et très essoufflé d'avoir couru, nous annonça sans préambule. Ça y est, fait Chabin dégager Chouval, 3 pattes là, mais il presse. Ça y est, il l'a fait. Chabin a dégagé le cheval à 3 pattes, mais il est mourant et se trouve chez le docteur. Cette histoire de cheval à 3 pattes nous hantait depuis plus de 6 mois. Je n'avais pas osé en parler à la maison car je savais que mes parents se gausseraient de Victor Mélois et de sa femme Soukoun, qui avaient, les premiers, certifié que depuis plusieurs mois, ils avaient nettement perçu les pas d'un cheval amputé d'une jambe, rôdant périodiquement dans la rue de la Gendarmerie, l'une des rares à être empierrée. Et Théodore, le fils cadet des Mélois, qui n'avait que 3 ou 4 ans, était un garçon à grosse tête, un peu idiot, qui présentait des crises nerveuses, et ses parents avaient constaté que les dites crises se manifestaient surtout la nuit quand le cheval à 3 pattes se faisait entendre autour de la maison. Une observation, qualifiée d'attentive, des faits, avait éliminé tout espoir de coïncidence. Victor et Soukoun ne pouvaient plus douter qu'il y avait un rapport manifeste de cause à effet entre les manifestations de l'animal infirme et les crises de leur Héliodore. Forte de son assurance, Madame Mélois s'était adressée à Monsieur le curé pour pratiquer une séance d'exorcisme, et cette demande avait mis le feu aux poudres. L'abbé avait ressenti la prière de Soukoun comme une injure personnelle, la colère l'avait aveuglé et il s'en était soulagé un dimanche en chair. L'hypocrisie de ses ouailles lui faisait mal, avait-il déclaré. Leur incroyable crédulité était une tâche à son surplis. Il avait prétendu avoir honte du résultat de son ministère dans la région et estimait avoir vécu un jour de trop. Héliodore, fils de Soukoun et de Victor Mélois, était manifestement un enfant malade, mais non du fait d'un cheval à 3 pattes. Une hérédité, chargée en alcool et en vices, de toutes sortes, expliquait plus simplement et plus rationnellement l'état de santé de l'enfant. Les médecins appelaient le mal dont il était atteint Héliodore hydrocéphalie et épilepsie. En fait, la lignée des Mélois, qui de père en fils se disaient des esprits forts, n'avait pas bonne presse près de l'abbé. Victor n'allait pas à la messe et avait même manifesté le désir de ne se marier que civilement. Cet affront à l'église avait été évité de justesse, mais monsieur le curé n'avait pas apprécié les velléités d'indépendance de ce propre à rien qui ne savait que se saouler comme un porc et qui lui avait débauché une fille de la persévérance. Le sermon fulgurant de ce dimanche-là, qui avait stigmatisé l'idiotie congénitale de certains libres penseurs illettrés, avait fait du bruit, alimenté les conversations pendant près d'un mois et enrichi mon vocabulaire de quelques termes techniques choisis en matière d'incroyance et d'insociabilité. Au cours de la semaine suivante, Léon, frère aîné d'Héliodore et qui, lui, était de notre âge, s'était appliqué à justifier, à nos yeux, le bien fondé des croyances de ses parents, et nous avait assuré qu'en dépit des habillages de l'abbé, et même à cause d'eux, son père dégagerait ou ferait dégager l'esprit qui voulait s'assurer l'usage de l'âme innocente d'Héliodore.
En conséquence, notre petit groupe de gamins avait été scrupuleusement tenu au courant de tous les gestes qui avaient pris place dans le but d'obtenir le dégagement libérateur. Il y avait d'abord eu un conciliabule avec Chabin Ducrot, qui était le parrain d'Héliodore, donc son second père devant Dieu. Chabin était un homme de grande taille, clair de peau et de poils, sec comme un coup de trique, qui arborait sous son nez épaté et ses yeux bleus très pâles une grosse moustache crépue, roussâtre, en guidon de bicyclette, dont il relevait les pointes en croc le matin quand il était à jeun. L'homme avait fait partie des premiers contingents de coloniaux envoyés en métropole au début de la guerre. Il avait été blessé à la jambe gauche, éclat de Chapnel, disait-il, et en 1917 avait été réformé avec une pension et une sardine de première classe dont il n'était pas peu fier. Un des premiers rapatriés, il avait dignement fêté et avait eu droit au discours de monsieur le maire, il ne manquait jamais de le rappeler à l'agent de police quand celui-ci se montrait assez audacieux pour le menacer d'un procès-verbal lors de ses ivresses par trop bruyantes. Boiteux, Chabin s'était exempté d'agriculture et, du fait de son incorporation dans l'artillerie, le première classe Ducrot avait consenti à s'occuper des chevaux des gendarmes avec grade de palefrenier-chef. Le prestige de Chabin avait assez rapidement sombré dans le tafia. Le retour d'autres combattants et de plus grands blessés avait porté un coup fatal aux histoires rocambolesques qu'il s'était fait un devoir d'inventer et qu'il rabâchait. Notre groupe de jeunes garçons, avides pourtant de sensationnels et d'inédits, ne croyait déjà plus en Chabin quand, un jeudi soir, Léon Mélois nous annonça solennellement que Parrain Ducrot avait consulté Sanson Blanqui au sujet du cheval à trois pattes. Nous étions rassemblés sous la charpente qui soutenait les cloches de la paroisse. Celle-ci se trouvait en face du presbytère, dans un terrain vague, de l'autre côté de la grande rue, et nous y attendions Calfon qui cumulait avec celle de palefrenier les fonctions de maître sonneur. La nouvelle nous atteignit de plein fouet. Le père Sanson était le séancier, magnétiseur, des quartiers ouest et une sorte d'éminence grise de la politique locale. Il était craint, respecté et ne prétendait se manifester que dans les grandes occasions. Si le vieux Sanson se mêlait de l'affaire du cheval mutilé de Victor Mélois, c'est qu'elle était d'importance, et l'Angélus, ce soir-là, avait souffert de nos préoccupations. La première séance avait pris place, la veille, mercredi, jour et heure de Mercure, au domicile de Sanson Blanqui. De ce fait et à ce sujet, les renseignements de Léon étaient pratiquement inexistants. Il savait seulement que Chabin et sa mère avaient emporté avec eux des cheveux, des rognures d'ongles et un sous-vêtement sale d'Héliodore. Mais la semaine suivante, semaine de pleine lune, il ne manqua pas de nous conter par le détail la pratique du dégagement entrepris. 3 jours avant et après la pleine lune, toute la famille rassemblée avait récité des prières autour d'une cassolette où brûlait de l'encens. Les prières avaient été sélectionnées par le séancier qui avait également précisé leur ordre chronologique. Les opérations avaient été dirigées par une cousine de père Blanqui, une demoiselle Delphine Honorat que l'abbé traitait volontiers de punaise de sacristie. Le premier jour, on avait accroché au pignon nord de la chambre où couchait Héliodore une croix faite de roseaux liés par une liane. Cette croix, sur les conseils de maître des œuvres, avait été bâtie suivant les rites. Victor Mélois lui-même s'était rendu sur le bord de la petite rivière proche du bourg. Un vendredi à midi, le roseau avait été coupé en 3 coups de coutelas, à proximité d'une grotte dédiée à Sainte Thérèse, pendant que la mère de l'enfant récitait le Confiteor. Cette croix, dont l'extrémité des branches avait été trempée dans de l'eau bénite, avait pour mission d'accrocher l'esprit qui se matérialisait dans un équin infirme. Tout s'était fort bien passé. Tout le monde avait entendu les pas de l'animal diabolique, et ceci 2 fois à 3 jours d'intervalle au cours des opérations. Contrairement aux habitudes, Héliodore n'avait pas présenté de crise. On cria au miracle pendant près d'une quinzaine, et l'équilibre mental de l'abbé fut mis en doute. Chabin et son compère Victor se payèrent une cuite effroyable, mais la famille et les amis durent bientôt déchanter, car, au temps de la nouvelle lune suivante, Héliodore fut pris de convulsions qui firent craindre sa mort. L'enfant qui hurlait avait dérangé tout le quartier, et en particulier les gendarmes dont la caserne se trouvait à une trentaine de mètres. Notre médecin fut consulté, car le chef de brigade avait prié fermement Chabin de faire quelque chose de plus sensé et de plus efficace que des quimbois, pour le plus grand bénéfice de son filleul. En dépit d'une amélioration certaine dans l'état du petit malade, Sanson Blanqui fut sollicité une deuxième fois, mais au grand désappointement de Chabin, il ne put poursuivre son travail. Il était, à ce moment-là, convalescent d'un important saignement de nez qui avait pris place, justement, dans la nuit même du retour des accidents nerveux de son petit patient. Le guérisseur, indisponible, avait adressé Chabin à sa marraine, en sorcellerie, une veuve impotente et fort âgée, du morne carabin, connue sous le nom de Zélie. La maladie de Sanson provoqua des commentaires divers sous le manteau. Certes, son âge et son appétence pour les petits secs, punch, expliquaient parfaitement la poussée hypertensive qui avait terrassé le père Blanqui, alors qu'il rentrait d'une veillée mortuaire bien arrosée, poussée congestive qui fut providentiellement minimisée du fait d'une chute sur le nez et de l'abondant épixtasis qui avait suivi. Toutefois, les mauvaises langues ne manquèrent pas d'insinuer qu'en réalité, Sanson avait été battu par l'esprit qui hantait le cheval à 3 pattes auquel il s'était attaqué, esprit qui avait été monté par un caboiseur de la Dominique, autrement plus fort que le pauvre Sanson Blanqui.
Chaban n'avait consulté la quimboiseuse Zélie que par une sorte de défi à l'abbé. Le fait ne me fut révélé que près de 20 ans plus tard, alors que je pratiquais une vérification anatomique à la morgue de l'hôpital, construite pratiquement sur l'emplacement des écuries du presbytère. Mon informateur n'était autre que l'adjudant de police qui, depuis plus d'un quart de siècle, s'était efforcé de faire respecter l'ordre et la loi dans la petite cité. L'affaire Ducrot avait contribué à son avancement, car on avait tenté de la transposer sur le plan politique et que seuls les éclaircissements objectifs qu'il avait apportés avaient évité l'éclosion désastreuse de certaines passions et maintenu l'harmonie sociale dont pouvait s'enorgueillir, à juste titre, la commune. L'intelligente enquête de l'adjudant avait démontré qu'en définitive, les vitupérations et les menaces de l'abbé avaient porté leurs fruits. L'ex-fille de la Persévérance, qui avait été Madame Mélois, avait pris peur et s'était contrainte à une amende honorable. Revenue à une plus saine conception de ses devoirs de catholique romaine, Soukoun, jusque-là aussi passif que frêle, avait puisé dans sa foi renouvelée la force de s'opposer aux volontés de son seigneur et maître. Le bouillant Victor, d'abord sidéré, puis incrédule, avait finalement réagi avec brutalité contre la nouvelle indésirable et inconvenable attitude de sa femme. De ce fait, il s'était retrouvé tout seul, un soir, dans sa case abandonnée et pratiquement vidée. Soukoun avait emmené ses enfants, ses hardes et ses meubles, mais non sans avoir déposé au poste de police un certificat médical attestant et décrivant scrupuleusement les violences qu'elle avait subies. La décision de son épouse, exécutée sans préavis, avait profondément touché Victor Mélois. Il avait bien senti que la dernière volée qu'il avait administrée à Soukoun n'expliquait pas seul l'abandon de son foyer, que quelque chose d'autre, bien plus subtil, avait contribué à le détruire. Et, dans l'incapacité de découvrir la faille qui avait engendré la catastrophe, il avait d'abord faim de prendre les choses du bon côté. Melois, pour essayer de réorganiser sa vie, avait, presque tout de suite, fait venir près de lui une fille de près de 18 ans, qu'il avait eue avant son mariage. Mais cette fille très demeurée, et qui avait toujours vécu dans l'ombre d'une grand-mère, s'était vite révélée incapable de tenir un foyer, aussi modeste qu'il pût l'être. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, le pauvre Victor avait demandé au Rhum et à Chabin d'effacer le souvenir de sa femme et de ses enfants, mais le tafia, aussi bien que la fraternelle amitié qui lui dispensait généreusement son compère, n'y avait rien fait, et sous le prétexte d'un travail plus rémunérateur, Victor Mélois avait, en fin de compte, abandonné à son tour la case croulante, toujours sous l'emprise du cheval à trois pattes. Chabin, de son côté, avait ressenti comme autant d'injures personnelles les déboires de son vieux copain. Conscient de son impuissance, il avait stigmatisé le sectarisme de l'Église, la mauvaise foi et la scélératesse de certains hommes qui se disaient les vicaires de Dieu. Il avait même eu l'audace de déclarer qu'il avait, lui, Dubrow, eu conscience et connaissance de certains faits qui, divulgués, ne pouvaient manquer de clouer au pilori les brebis galeuses du troupeau malade et de couvrir de honte leurs pasteurs. Ces propos, qu'il avait tenus et rabâchés après boire, quelquefois en privé, mais aussi en public dans l'arrière-salle de quelques boutiques, valurent au palefrenier chef de gendarmerie une verte semonce de ses employeurs les gendarmes, car ceux-ci, plus ou moins pratiquants, étaient tous les amis de M. l'abbé. Dûment prévenu que toute obstination de sa part dans la voie des injures et de la calomnie le conduirait automatiquement au tribunal correctionnel, où il lui serait fait obligation de prouver ses dires, Chabin préféra s'excuser, la rage au ventre, mais dans le cœur ulcéré de l'homme qui avait fécondé de son sang le sol métropolitain pour que vive la France, naquit et se développa le désir de mystifier monsieur le curé, en prouvant à tout un chacun l'ignorance de porteur de soutane, en fait de magie noire. Dans le but de réaliser son rêve, Chabin finit par se décider à consulter la vieille Zélie, et choisit pour faire, le temps des fêtes du carnaval, propice à masquer son déplacement. Des aveux même de l'ancien combattant de première classe Ducrot recueillis sitôt qu'il avait été en mesure de parler, quelques jours après le dénouement de l'affaire, la vieille et impotente quimboiseuse du morne carabin s'était montrée absolument affirmative. L'équin mutilé qui hantait les abords de la case des Mélois était bien l'enveloppe factice d'une âme en peine qui cherchait à assurer son repos éternel. Le mythe des âmes en peine était à cette époque une des croyances les plus répandues dans le monde rural martiniquais. Il s'agissait d'individus qui avaient sollicité des enfers des pouvoirs surnaturels et qui, prenant peur aux approches de l'échéance, s'efforçaient de se soustraire à leurs obligations. L'échéance était la mort et les obligations, l'abandon de leur âme à Lucifer. Le pacte fait, en quelque sorte à crédit, pouvait être racheté et la monnaie d'échange était des âmes innocentes. On ne doutait pas qu'il pût exister des hommes ou des femmes qui, ayant acquis les moyens de se transformer en loups-garous de toutes sortes, s'efforçaient sous des aspects divers de s'approprier de jeunes esprits dans le but de les échanger avec le malin au moment de mourir. On croyait savoir aussi que le seul moyen d'échapper à l'emprise des engagés était de les atteindre, sous leur forme factice, avec un projectile ou une lame brillante, susceptible de les aveugler. Incapables désormais de se transformer, les mauvais esprits étaient irrémédiablement condamnés à payer intégralement leurs dettes. Dans ses confessions aux autorités,
Messire Chabin s'abstint naturellement de révéler les dates, heures, lieux exacts de la ou des séances qui avaient pu prendre place entre le dimanche 10 gras et le mercredi décembre. Il refusa également de compromettre officiellement l'opérateur, ou plutôt l'opératrice maître des œuvres. Menaces ou promesses ne purent neutraliser la peur des représailles qui lui scellaient les lèvres, mais en contrepartie, il affirma sans se faire prier qu'il ne pouvait plus douter de l'identité de la mauvaise personne qui cherchait à s'emparer de l'esprit de son filleul Héliodore. Cette personne ne lui avait pas été nommément désignée, mais la description qui lui en fut faite avait été plus que suffisamment révélatrice. Il s'agissait de quelqu'un de bien, qui jouissait de l'estime de tous, que lui, Chabin, n'aurait jamais soupçonné, mais dont l'hypocrisie l'avait révolté au point qu'il n'avait pas hésité un seul instant à entreprendre son dégagement. Pour ce faire, et suivant les conseils qu'il avait achetés très cher, Chabin Ducrot avait d'abord nettoyé un vieux fusil à broche qu'il tenait de son père et qui n'avait pas été utilisé depuis des années. Il s'était ensuite procuré 5 clous à ferrer neufs, de la poudre noire, 3 amorces, de l'encens, de l'eau bénite et quelques gouttes d'huile de la lampe éternelle. L'esprit malfaisant auquel il devait s'attaquer, ayant été monté à la Dominique par un spécialiste chevronné, le palefrenier chef avait consacré les clous, la poudre et les amorces, un peu avant la prochaine pleine lune, en observant les rites qui lui avaient été ordonnés et sur lesquels il demeura obstinément muet. Le mercredi soir, nuit propice de pleine lune, le dégageur avait chargé son arme juste au moment où l'astre apparaissait à l'horizon, en utilisant la tête des clous comme chevrotine, puis, muni de sa fiole d'eau bénite et de son encens, il s'était glissé subrepticement dans la case en ruine des Mélois. Ce que notre chasseur de zombies oublia de préciser et dont la preuve fut faite, et qui explique bien la catastrophe, c'est qu'il avait également emporté avec lui une bouteille de rhum destinée à soutenir un courageux, par ailleurs fabriqué de toutes pièces à l'aide de nombreux petits secs absorbés au cours de l'après-midi. La suite des événements fut dès lors relativement facile à reconstituer. Chabin, sous l'influence de l'angoisse et de l'alcool, avait laissé passer le mauvais esprit sans l'attaquer. L'animal fut en effet entendu comme d'habitude dans la rue de la Gendarmerie une première fois vers minuit et une deuxième fois vers 4 heures. Seul dans le clair-obscur de la maison vide, isolé au sein de cette pénombre rendue plus fantastique encore, du fait des rayons de lune qui filtraient par les interstices du toit et des cloisons, les intentions belliqueuses de notre Tartarin s'évanouirent, et paralysé de terreur, le cerveau vidé, il avait attendu l'aube pour regagner sa demeure. Au petit jour, le pauvre homme, d'un pas incertain, s'était glissé hors de la case, en empruntant une porte délabrée qui s'ouvrait sur un petit champ d'herbe de Guinée, mais en regagnant la rue après avoir contourné la maison. Il s'était trouvé, inopinément, face à face avec un cheval blanc qui, aussi surpris que lui, avait fait un écart en hennissant. Ducrot, qui portait son arme chargée sous l'aisselle droite, affolé par le cri de l'animal, avait alors tiré, au jugé, presque à bout de bras, en hurlant « Zombie !» Le hennissement, le cri et le coup de pétoir qui avait retenti dans le silence, comme un coup de tonnerre, n'avaient pas manqué de réveiller les gendarmes et les voisins qui déclarèrent par la suite avoir nettement perçu les bruits caractéristiques du galop d'un cheval, portant 3 fers pour les uns, ne possédant que 3 membres pour les autres. Un silence lourd et angoissant avait suivi clameurs, hennissements et explosions. Et ce n'est que près d'une demi-heure plus tard que les gendarmes, alertés de nouveau, mais par des gémissements cette fois, avaient découvert leur palefrenier, gisant sur le dos, dans le caniveau herbu, à proximité de la case abandonnée. Sa face droite était apparemment arrachée. Son fusil éclaté se trouvait non loin de sa main droite brûlée. Pour sonner l'Angélus ce jeudi matin-là, Clafond s'était hissé sur l'échafaudage qui soutenait les cloches. Une messe de requiem devait être dite à 6 heures, et il avait reçu un généreux pourboire à seule fin de carillonner l'office dans les grandes manières. Pour être en mesure de réaliser seul les sonneries recommandées, le maître sonneur avait installé, au niveau des premières poutres, tout un système de cordes qui lui permettait, en utilisant en même temps ses pieds et ses mains, de donner libre cours à ses inspirations souvent désordonnées. Du haut de son perchoir, notre frère Jacques avait aperçu, largement ouverte, la porte cochère à claire-voie qui donnait accès aux écuries du presbytère. Le fait n'était pas nouveau, il l'avait constaté plus d'une fois, mais jamais l'intrus qui se permettait de fréquenter la nuit, sans rien y voler et sans déprédation, les jardins de la cure, ne s'était encore permis de laisser la porte aussi largement ouverte. Tout en décidant de son fort intérieur de porter le fait à la connaissance de l'abbé, le jour même, en espérant jouer un mauvais tour à l'amoureux de la petite nièce de la cuisinière, le sonneur palefrenier avait poursuivi sa mission, puis, satisfait d'un réveil aussi fantaisiste que bruyant, il s'était rendu aux écuries. Et là, à 2 pas de sa chambre, il avait trouvé Blanchette morte, débraillée, et encore tiède. Dans sa déposition, Calfon avait reconnu que le spectacle qu'avait offert la jument dont les entrailles faisaient hernie au niveau de son abdomen déchiqueté du côté gauche l'avait rendu malade. Son estomac s'était révulsé, et c'est un homme prostré, vidé et encore écœuré qui avait totalement perdu la notion du temps que Georges avait trouvé près de la bête crevée quand il était arrivé fier et joyeux, monté sur son fringant coursier.
L'homme et l'adolescent avaient fini par se remettre et notre chef de file avait décidé de ne signaler la mort de la vieille et si sympathique jument qu'après la messe. Toutefois, l'office était ressenti de ses préoccupations et le premier enfant de chœur avait été immédiatement convoqué à la cure. Mais, déjà, l'agent de police local était près de Blanchette et avait trouvé la solution du mystère du cheval à trois pattes. Le gardien de la loi, alerté par des rumeurs, s'était rendu sur les lieux de l'accident, alors qu'on transportait Chabin au cabinet du docteur. Il avait suivi la piste sanglante de l'animal blessé, piste qui l'avait conduit jusqu'à la jument morte. Celle-ci ne portait que 3 fers, et les poils découverts sur la barre de la porte cochère attestaient que la malheureuse et astucieuse bête avait pris l'habitude, déjà relativement vieille, de s'offrir par beau temps et clair de lune un petit tour de promenade par les rues tranquilles du bourg, en se fixant comme but le champ d'herbe tendre de Guinée que les gendarmes cultivaient en face de leur caserne pour le plus grand bénéfice de leur monture. L'indignation et la peine ne permirent pas à notre brave et vieux curé d'accorder immédiatement à Chabin le bénéfice de la bonne foi, et je crains fort qu'il n'ait souhaité la mort du pêcheur dans les pires tourments. Il ne voulut voir dans le meurtre de sa vieille amie que le geste malveillant et idiot d'une faction de socialistes illuminés, aussi veules que lâches, plus bêtes que la bête qu'ils avaient bêtement sacrifiée à leur désir de la toucher dans ses affections. Toutefois, le temps aidant, l'abbé finit par se calmer et par admettre le bien fondé du fait mis à jour par l'enquête. Il pardonna à Chabin Ducrot, mais il souffrit profondément de ce qu'il appelait l'échec de toute une vie consacrée à combattre l'obscurantisme et les superstitions d'un autre âge et à dissiper dans les âmes les ténèbres nées de l'absence de Dieu et de la foi. La victime la plus pitoyable de cette affaire tragicomique qui est restée gravée dans mon souvenir fut encore l'ancien combattant de première classe Ducrot, Eugène Timothée Léon, surnommé Chabin. Le massif facial droit effondré, l'œil droit énucléé, il ne retrouva jamais un faciès humain et se remit très mal du choc physiologique et moral qu'il avait subi. Diminué physiquement et mentalement, il s'enlisa dans l'alcool et fut d'abord hospitalisé en milieu psychiatrique pendant de longues années, avant d'être recueilli à l'asile de vieillards et d'infirmes de la capitale. J'eus la surprise de le retrouver dans cet établissement 30 ans après les événements que j'ai voulu conter. Pratiquement gâteux à 60 ans, il marmonnait à longueur de journée, et en prêtant l'oreille, on arrivait à tirer de sa logorée quelques mots, toujours les mêmes. C'est moi Chabin, c'est moi qui dégageai le cheval blanc trois pattes là. C'est moi Chabin, c'est moi qui ai dégagé le cheval blanc à trois pattes.